Mais quel est le nœud du problème entre la France et le Niger après le coup d'État du 26 juillet? Nous en parlons avec lui, Magloire Kemayo. Il est journaliste, président de l'association de la presse panafricaine APA, en compagnie de Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. Cher consultant, merci de rester avec nous pour cette seconde partie. Merci. Merci. Les téléspectateurs sont très nombreux à alimenter notre discussion. Nous allons relayer leurs messages d'un moment à l'autre. Mais la question que je voudrais vous envoyer avant donc de retrouver les téléspectateurs, comment vous entrevoyez l'avenir des relations entre la France et le Niger avec son régime de transition? Est-ce qu'ils vont réussir à s'imposer et à démarrer une transition finalement? Parce que Tiani, le général, il n'a pas prêté serment jusqu'aujourd'hui, lui, Magloire Kemayo. Non, mais le problème n'est pas ce que la France et le Niger feront, c'est ce que les autorités de ces pays feront. Parce que, encore une fois, les pays sont éternels, ce sont leurs dirigeants qui changent, soit par les élections, soit par d'autres moyens, mais le fait est que, de mon point de vue, c'est pas un précédent. On a déjà eu des cas comme le Rwanda où ça s'était très mal passé entre la France, entre les autorités françaises de l'époque et les autorités rwandaises. Cela a duré plusieurs années. Il a fallu Nicolas Sarkozy pour que les relations se réchauffent entre la France et le Rwanda. Et il a fallu Emmanuel Macron pour que ces relations reprennent leur cours normal et qu'on ait par exemple cette secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie qui est rwandaise, qui a été choisie, Louise Mushikiwabo, qui était ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a été choisie par la France, élue et réélue à la tête de la francophonie. Donc je pense que avec le temps, les dirigeants changent, les politiques changent et cela peut permettre un certain réchauffement entre les pays. Ce qui est valable pour le Rwanda, il me semble, pourra l'être pour le Niger également dans le futur. Oui, Sogoyou Kegewe, au Gabon, le coup d'État a eu lieu fin août. Ils ont déjà leur Premier ministre, leur gouvernement. Le général Nguema a prêté serment tout de suite. Au Niger, pourquoi ça... Et le général Nguema, ce qu'il a fait, c'est la preuve qu'il y a longtemps qu'il préparait son coup avec la France. Donc tous les conseillers juridiques, diplomatiques, militaires de la France étaient aux choses. Les déclarations qu'il a faites en moins de 2-3 jours, tu sens que tout était préparé. Avec une charte de transition déjà préparée. Tout était déjà préparé. Et l'ordre vient de Paris. Tu sais, pendant la guerre, sur les trains qui allaient, l'ordre vient de Berlin ou l'ordre vient de Paris. Tu vois. Donc l'ordre venait de Paris, pas de Libreville. Donc ils ont bien exécuté les choses. Les militaires nigériens, c'est qu'ils étaient excédés par ce que le protégé de la France faisait. Et ils l'ont balayé, ils ne vont pas demander l'avis de la France. Maintenant, la question que tu peux... Moi, le plus important, ce n'est pas les relations entre la France et le Niger, comment ça va. Non. C'est comment les militaires nigériens vont organiser leur pays, comment ils vont organiser leur transition, comment ils vont mobiliser les Nigériens derrière cette cause commune qui est la défense des intérêts du Niger. C'est ça qui est important. Comment ces militaires doivent rassembler les Nigériens. Même ceux qui s'agitent aujourd'hui, si demain Bazoum, son ministre des Affaires étrangères qui est devenu un oiseau voyageur pour calomnier son propre pays, son ancien premier ministre, tout ça, si demain ils reviennent à l'ordre, que les militaires les acceptent, les intègrent dans une discussion où on trouve une solution globale pour tout le Niger. C'est seulement comme ça, quand ils auront apaisé le pays, calmé tout le monde, on organisera des élections démocratiques, quitte à eux d'être candidats ou de ne pas être candidats, et que le Niger repart sur si le Niger repart sur de bons rails, ils n'ont pas besoin de courir à Paris. C'est Paris qui va courir à Niamey. Parce que, en fait, le problème, on dit intérêt, on dit uranium, on dit pétrole. Si aujourd'hui la France dit aux Nigériens, écoutez, votre uranium, je vais vous l'acheter au même prix que ne l'achètent les Turcs, les Chinois, les Nigériens vont préférer vendre aux Français, ne serait-ce que l'avantage de la langue et des relations qui durent depuis des siècles. Donc, il faut que la seule chose, c'est que la France revienne avec des sentiments d'équité. L'uranium, le pétrole, machin, on l'achète au prix où l'achètent les autres. Mais le Niger c'est les intérêts du Niger et du peuple nigérien qui doivent compter avant tout. Et que les militaires sachent qu'ils ont tellement d'ennemis, ce n'est pas la peine qu'ils s'amusent. Et surtout entre eux, ce n'est pas la peine qu'il y ait la moindre étincelle de discorde. C'est tout. Mais nous
Nous tournons vers les téléspectateurs maintenant. Nous commençons avec Samuel Yaovi. Il nous écrit de Demal-Deli dans la préfecture de Lamou. Merci Samuel. Samuel, selon une source bien informée, la France s'apprêterait à envoyer ses troupes au Niger pour une intervention militaire. C'est son information. Louis Magloire nous a déjà dit qu'il n'en sait rien. Je ne suis pas dans le secret des militaires, encore moins des militaires français, mais ce que je sais, c'est que l'option militaire n'a pas été désactivée, que ce soit de la part de la CEDEAO, mais concernant la France, aujourd'hui, son souci, c'est plutôt de savoir comment on gère le contingent qui est aujourd'hui à l'aéroport de Niamey. On a signalé un début de retrait partiel. Oui, je pense que... C'est normal, c'est dans l'ordre normal parce que quand vous avez du matériel qui ne sert pas et les troupes qui sont stationnées à l'aéroport de Niamey ne servent pas, il faut faire entrer ce matériel pour qu'il soit entretenu et qu'au moment où on en aura besoin, il soit au point. Il peut s'agir aussi d'une Makirovska, un faux fuyant. Tout est possible, mais je me base sur ce qui est le plus plausible. Ce qui est le plus plausible actuellement, c'est qu'ils aient besoin de renvoyer ce matériel à l'entretien. N'oublions pas que nous sommes quand même dans une zone sahélienne qui est très sablonneuse et que par moment ce matériel-là ne supporte pas toujours ce climat et sa dureté. Et donc il faut par moment renvoyer le matériel à la base ou dans une autre base afin qu'il soit entretenu et mis à niveau au cas où il y aurait une guerre, un terrain de guerre sur lequel la France voudrait se lancer dans le cadre d'une opération extérieure. En tout cas, Niamey ne minimise pas les menaces d'intervention, parce que dans la semaine, j'ai cru savoir que des troupes burkinabées d'élite sont venues appuyer les Nigériens. Le Mali aussi a eu son accord pour déployer des troupes au sol. Vous savez, un guerrier ne parle pas. Un guerrier ne parle pas. On a amené les troupes de la CEDEAO, sont amassées au Bénin, et ils sont déjà au Nigeria, ils vont marcher sur Niamey. Les Nigériens ne parlent pas. Macron s'agite à Paris, on va attaquer, on va faire ci. Les Russes parrainent les Nigériens. Tu n'as jamais entendu un Russe dire un mot? Les Chinois, les Turcs, les Iraniens qui ont livré des drones. Tu n'as jamais entendu, ils ont dit quelque chose? Si la guerre au Niger doit tourner dans les médias français comme la guerre en Ukraine, où chaque matin les services de renseignement russes n'avaient qu'à s'asseoir devant LCI et France 24 pour savoir exactement ce que les Ukrainiens sont en train de préparer et prendre des mesures. Bon, si ça va se passer comme ça au Niger, c'est tant mieux. L'armée nigérienne saura comment marcher. Sinon, si moi je veux faire la guerre, pourquoi je vais bavarder? Ils veulent aller attaquer. Ils n'ont qu'à aller attaquer. Pas de bavardage. Tous les militaires te diront que dans une guerre, l'effet de surprise est une arme. Absolument. Cela dit, il y a déjà eu un précédent dans lequel on a annoncé, et ça s'est plutôt bien passé, c'est en Gambie. Là, on n'avait pas eu besoin de tirer un seul coup de feu. Il y avait eu une élection. Le résultat avait d'abord été accepté par le président sortant, puis il l'a contesté, et il a fallu mobiliser les troupes pour les masser à la frontière de la Gambie. Vous me direz que c'est un pays qui est enclavé dans le Sénégal, et que cela a facilité les choses. C'est une aberration, c'est pas un pays. Et donc, il n'est pas exclu que par moment, quand on annonce une opération, on puisse quand même aller au terme de celle-ci, avec ou sans pertes humaines et matérielles, ça c'est autre chose. Comparer le Niger à la Gambie, c'est un suicide pour tous ceux qui veulent intervenir au Niger. Oui, c'est vrai que le Niger, c'est quand même 2 fois la superficie de la France, donc c'est pas rien. Et puis la détermination, les motifs. Les motifs. Allons maintenant au pied du mont Barba-Bassa, à la rencontre de match Maglibé Matchatom. Salut Gilles, salut le plateau du Grand Forum, salut à vous, chers amis. La perte des avantages, la perte des moyens essentiels pour demeurer une puissance énergétique et nucléaire d'un côté, et de deux, la perte d'un territoire important et géostratégique de son empire. Ces deux pertes risquent de la reléguer, c'est-à-dire la France, à un rang inférieur sur l'échiquier mondial. Alors la France est dans son rôle, faisant feu de tout bois pour pouvoir s'y maintenir coûte que coûte. Malheureusement, plusieurs panafricanistes sont plus focalisés aujourd'hui sur le déclin de la grande France que sur les plans d'action à mettre en place dans la souveraineté retrouvée en vue de la prospérité pérenne. Je crois que ceci devrait être le sujet de prédilection des Africains, signé Maglibé Matchatom depuis les pieds du mont Barba-Bassa. Les fidèles, des fidèles, c'est Richard maintenant de Cara, mes amitiés. Aux invités, la réponse est simple.
perdre la face devant un pays qu'on dit de notre colonie est la plus lourde honte de sa vie. C'est tout comme celui qu'on taxe de faible, terrasse le premier du camp adverse dans un terrain de lutte. Y a-t-il des mécanismes, notamment au sein de l'ONU, qui obligeraient la France à foutre la paix au Niger au nom du principe de la souveraineté des États? L'existence d'un État est-elle tributaire d'un autre État? C'est Richard Tagba qui vous pose la question. Oui, non, aucun État n'est tributaire de l'existence d'un autre État, sinon ça ne marcherait pas. Mais ce qu'il dit, pour rappel, effectivement, le représentant de l'ONU, je crois, a écrit pour dénoncer les menées de la France et de la CEDEAO. Je ne sais pas pourquoi la France et la CEDEAO deviennent comment on appelle ça, les jumeaux. Les Siamois. Les Siamois, je ne sais pas, puisqu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, je ne sais pas pourquoi France et CEDEAO, il n'est même pas question de la CEDEAO, de 4 pays agités, excités, surexcités, qui veulent faire la guerre. Ils sont devenus les jumeaux siamois de la France. Je ne sais pas pour quelle raison, mais on verra où ça va amener. Nous, on dit, on répète tous les jours, on ne veut pas la guerre. Mais eux, comme ils veulent la guerre à tout prix, on verra le résultat. Salut New World TV, Zouma du Mali. C'est le 223. J'envoie mes salutations aux invités du jour sur le plateau. Merci Zouma. Il faut que la France respecte les lois auxquelles elle-même avait signé hier envers les uns et les autres et non de tirer sur la ficelle quand elle est dos au mur. Aucun État africain ni la population africaine n'est contre la France, mais de faire une mise à jour des contrats d'hier envers ces derniers. Et surtout, d'enlever sa bouche dans la politique africaine francophone et de se concentrer sur ses propres commerces avec l'Afrique, sur la nouvelle version que ces nouveaux dirigeants ont mis sur la table. Merci et bonne émission, bonne suite d'émission à vous. C'est Zouma qui nous a écrit du Niger. Le Niger est frappé par une attaque terroriste. Mais ce qui m'a encore le plus frappé, le Mali, oui, le Mali frappé où il y aurait une 60aine de morts, des roquettes tirées par des terroristes, ça devient sérieux. Oui, parce que encore une fois, faut pas oublier que l'intervention militaire en Libye, qui s'est faite sur un mensonge, parce que la résolution 1973 créait une no-fly zone au-dessus de la Libye et ça devait s'arrêter là. Il n'y avait pas d'intervention au sol qui était prévue. Et cette résolution a été manipulée par les autorités françaises et l'OTAN pour la transformer en opération d'intervention au sol. Et au-delà de l'intervention au sol, il y a une distribution anarchique d'armes qui a été produite. Il y a les réserves même libyennes de l'époque, parce que tout le monde sait que Kadhafi s'armait énormément et auprès de plusieurs fournisseurs. Oui, mais ces réserves depuis plus de 10 ans maintenant. Mais elles sont là, elles sont là. Je veux dire, parce que ça devient inquiétant si des terroristes arrivent. Ne sous-estimons pas. Je veux dire, il y a déjà ça qui donne un avantage comparatif très fort. Après, vous avez tous les trafics qui ont lieu dans cette zone. Les trafics de drogue, les trafics d'êtres humains, les trafics de produits manufacturés. Vous avez énormément de trafics qui ont lieu. Oui, des trafics, mais des roquettes quand même. Je ne suis pas expert militaire, mais ça ne s'achète pas au marché comme on achète des cacahuètes. Vous savez, les armes peuvent rouiller même sans être désactivées. Jusqu'à 6 jours en Europe, sur des chantiers d'excavation, mais on tombe sur des bombes de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale qui explosent encore. Mais dans le cas des terroristes au Sahel, ça n'a rien à voir avec les armes laissées par Kadhafi. Les armes leur sont parachutées régulièrement. Vous vous étonnez que ce soit des roquettes, mais demain, c'est des missiles Stinger que Zelensky et sa bande de corrompus ont déjà vendus partout en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Donc, les pays concernés, Mali, Burkina, Niger et autres, ne doivent pas a priori sous-estimer les terroristes, se dire, comme c'est des terroristes, ils n'ont pas tel type d'armes. Ils doivent partir du principe qu'ils ont toutes les armes. Donc, sur cette base, eux, ils organisent leur défense. C'est tout. Sinon, les terroristes, mais on leur parachute les armes, tout le monde le sait. C'est pour ça que je dis, quand vous êtes au cœur d'un mouvement, deux mouvements terroristes, parce qu'il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs, deux mouvements terroristes qui ont été aussi abondamment alimentés en armes, et qu'après, elles peuvent se servir dans les réserves des États, elles peuvent se servir grâce au trafic, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, l'Afrique est au cœur de nombreux trafics qui relient l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Europe de l'Est.
et que tous ces trafics-là se font dans la zone du Sahel. Cela permet d'avoir notamment les armes qui en proviennent et il ne faut pas être étonné qu'un pays fasse l'objet d'attaques terroristes avec des armes très puissantes. Parce que même en Angleterre, même en France, en Espagne et aux États-Unis, il arrive encore que des attaques avec des armes soient effectuées. Ça, c'est pas parce que les armées sont mauvaises, c'est pas parce que les douaniers ne font pas leur travail, c'est qu'aujourd'hui les trafiquants aussi multiplient les capacités de dissimulation pour faire rentrer ces armes-là et pour attaquer et frapper quand bon leur semble. Donc c'est pas uniquement une faiblesse de l'armée malienne qui a eu tort de faire partir l'armée française de son territoire. Bonjour Léold, la France ne peut jamais reconnaître les autorités actuelles du Niger car c'est le pain qui sort de la bouche de la France. On s'en fout de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que la France va partir. La France est qui pour certifier les dirigeants africains. D'ailleurs, c'est une très bonne chose qu'on ne soit pas reconnu par la France. On a les mains libres pour travailler. Les autres chefs d'État doivent changer. Sinon, ils vont passer dans la même casserole. Le salut de l'Afrique vient du Sahel. Simlewa Isso à Wangelo Kara. On nous écrit maintenant de l'Écosse. Bonjour Nio TV. Et les panélistes, je pense que la réflexion sera de connaître les causes des coups d'État dans les pays dits francophones. En tout cas, ce championnat de coup d'État doit faire réfléchir nos dirigeants sur l'avenir de nos pays. Permettez-moi de vous choquer, mais la France n'est pas la cause de nos misères, mais elle est dans sa logique de protéger ses intérêts, car les pays n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts, comme l'a si bien dit le président français. La question est de savoir quels sont les intérêts que défendent nos dirigeants. Si en 4 ans, la Russie est passée de pays dépendant des céréales et produits laitiers européens en producteurs, c'est-à-dire qu'il y a les dirigeants qui pensent à leurs intérêts avant tout. Pour finir, il y a une éducation à la base qui doit se faire, car au Togo, j'ai étudié l'éducation. Nous forme à faire de nos pays, à fuir nos pays au détriment des pays occidentaux. L'exemple en est qu'il n'y a jamais de bac sans qu'un sujet sur les États-Unis, mais il y a les bacs sans les sujets sur le Togo. Des micro-pays comme le Togo, le Gabon, la Centrafrique, la Guinée équatoriale Congo devraient être le Dubaï ou la Suisse de l'Afrique. C'est Joe qui nous a écrit de l'Écosse. Merci beaucoup pour votre contribution. Je peux enchaîner avec quelques messages. C'est Prosper, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. Ce qu'il a dit est fondamental. C'est vrai, aujourd'hui, nous tous on crie haro sur la France. Et il faut libérer nos pays. Mais si nous nous libérons et que nous ne nous mettons pas au travail, que nous ne connaissons pas nos objectifs, on ne sait pas vers où on va, ben, c'est malheureux de le dire. Un jour, je crois que quelqu'un l'a déjà dit, c'est nous qui retournerons demander aux Français de venir. Il faut qu'on sache quelle société on veut construire en chassant les Français. On ne les chasse même pas. On veut travailler avec eux sur d'autres bases. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, c'est tout. Personne ne chasse la France. Oui, et il faudrait justement que nous évitions de tomber dans le piège de la zaïrisation de Mobutu, qui avait été une politique qui allait privilégier nos acquis traditionnels, nos acquis culturels, contre la modernisation qu'il estimait ne pas être adaptée à nos cultures. Et malheureusement, le travers de cela, c'est que cela a développé une certaine forme de népotisme et même de corruption qui a mis à mal sa politique et qui a fait que quand les premières secousses sont venues sur le prix du cuivre, notamment et des matières premières de façon générale, l'économie zaïroise n'a pas tenu longtemps. Donc j'espère pour les pays africains qui sont dans cette phase de réveil-là, qu'ils vont y aller de façon irréversible et que nous serons finalement face à des pays qui ont réussi à bâtir des nations, à bâtir des économies solides, durables, pour un développement tout aussi durable que le processus qu'ils ont mis en place. La Guinée également peut être mise dans ce processus-là qui a fait partir la France et qui a dû quelque part revenir, le Mali même, sur le franc CFA, a quitté le franc CFA, puis y est revenu. J'espère que pour nous, on arrivera finalement à faire des trajectoires de développement et de décision sur le plan de la souveraineté qui soit irréversible. Bonjour, Forme.
Merci beaucoup pour les efforts. La situation du Maroc me pousse à leur souhaiter beaucoup de courage. Mais si je me rappelle les traitements qu'on inflige aux migrants, point d'interrogation. Pour le Niger, que la France soit d'accord ou pas, le visage du mouton ne conditionne pas la fête. C'est Prosper qui nous a écrit d'Adido Adin. Dido Adin, c'est un quartier de Lomé au Togo. Merci beaucoup de votre fidélité. J'enchaîne avec Kitoata de Notchen. Ben, bonne fête. C'est la fête d'Agbobozan à Notchen aujourd'hui, le berceau du peuple élevé. Bonne fête à vous. Bonjour Gilles, bonjour Magloire. Bonjour à mon aîné Kegewe Sogoyou, merci. Merci beaucoup pour le thème qu'est-ce qui dérange la France au Niger. Elle s'agite tout simplement parce que les traites de l'Afrique donnent espoir au président français appelé Macron notre mal ou le mal du Niger et qu'on a, bon je ne vais pas les prononcer, mais le nom de certains présidents au pouvoir, sinon pourquoi la France est dérangée. Elle sera davantage dérangée si elle ne change pas sa politique du XIVe siècle. Merci beaucoup. Innocent de Dapan nous a écrit aussi. Mon cher Innocent, qu'est-ce que vous nous apportez pour l'émission du jour? Bonjour plateau et merci pour la messe de dimanche. Pour ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon, ils veulent rester avec la France car le Gabon a accepté vivre sous domination française. Au Niger, le peuple souhaite se prendre en charge lui-même. Il y a eu une prise de conscience au Niger que seuls eux-mêmes doivent faire leur bonheur et non attendre un bonheur venu d'ailleurs. Au total, nous les Africains, nous ne nous aimons pas si après 60 ans de nos fameuses indépendances, nous sommes toujours là à tergiverser sur ce que nous voulons faire de notre Afrique. Ceux qui pensent que les militaires n'ont pas la légitimité de venir au pouvoir oublient que ces militaires servent les régimes qu'on qualifie de légitimes. Voient comment ils combinent avec la France en maintenant le peuple dans la misère. Nous, Africains, nous sommes trop hypocrites. C'est Innocent qui nous a écrit de Dapan. Dapan, c'est le nord du Togo. Je vais maintenant à Cotonou, au Bénin. Est-ce que c'est Cotonou? C'est 229 de toutes les façons. C'est le Bénin. Julio Gada. Mon message s'adresse à Monsieur Louis Magloire Kemayo. La démocratie occidentale imposée en Afrique est un système institutionnel qui permet aux partis de mouvance et d'opposition de s'alterner au pouvoir afin de piller les richesses des pays en complicité avec les multinationales étrangères. Je vais finir en disant que là où règne l'injustice, la force est parfois utile. Julio Gada. Non, faut pas se méprendre sur mes intentions. Je dis, si on commence un match de foot avec une règle qui dit que si vous touchez le ballon dans la surface de réparation, il y a pénalty, on ne doit pas la changer quand ça tombe sur quelqu'un à qui on ne voulait pas, contre qui on ne voulait pas qu'il y ait un pénalty. C'est tout ce que je dis. S'il y a une règle qui a été fixée d'un commun accord, tout le monde doit la respecter. Et j'ajoute que dans nos processus démocratiques, nous avons avancé à marche forcée la plupart du temps. Quand vous prenez l'indépendance, nous nous sommes battus pour les avoir, mais la façon dont on nous les a accordées n'est pas très différente de la façon dont ces indépendances ont été accordées à Haïti, par exemple, qui a dû dédommager la France de son indépendance. Quand vous prenez le processus également de la démocratisation, c'est la même chose qui s'est passée. Les pays africains y sont arrivés à marche forcée parce qu'on leur expliquait que si jamais vous démocratisez et que vous permettez l'alternance, vous aurez davantage d'aide publique au développement. Or, nous ne sommes plus en position de demander de l'aide. Nous sommes aujourd'hui dans une position où nous voulons un commerce équitable sur la scène internationale. Vous prenez la dévaluation du franc CFA, c'est pareil. Ça a été unilatéral. La France en a décidé après avoir fait une tournée des pays africains où on expliquait à nos dirigeants qu'il est hors de question qu'on dévalue. Et le soir où cela devait se conclure à Dakar, nous avons appris qu'il y aura dévaluation. Donc aujourd'hui, la situation est celle-là. Et c'est pourquoi j'estime qu'aujourd'hui, nous devons, à notre génération, mener les bons combats. Il n'est pas question de juger les anciens, mais il est question pour nous de dire, vu qu'il y a eu autant d'échecs, constatons-les et arrangeons-nous pour que cela ne devienne pas une habitude. L'émotion est certes un aigle, comme le théorisait quelqu'un, et la sagesse Hélène, mais je pense qu'au bout d'un certain temps, quand on a commis autant d'erreurs, on peut s'entendre pour faire comme pendant la conférence nationale, revoir le processus de gouvernance, revoir la manière dont on désigne nos chefs et dont on gère nos pays, afin que cela corresponde
à nos manières de faire, d'être. Ouais. Émotion, c'est pas toujours péjoratif. Les émotions font partie aujourd'hui des formes d'intelligence les plus évoluées, hein. Mieux que l'intelligence rationnelle parfois. Louis, un autre Louis, Gbetchoevi de Grand Bassam. Qu'est-ce que Gbetchoevi, Louis nous écrit maintenant. Bonjour Gilles et à vos invités. J'aimerais savoir pourquoi aucun pays africain n'a de base militaire en Occident en général, et ce sont les Occidentaux qui viennent installer leur base militaire en Afrique. Pourquoi la France ne veut pas du tout partir de l'Afrique? Est-ce que l'Afrique a vraiment besoin de la démocratie pour son développement? Merci beaucoup et bon dimanche à tous. C'est Louis Gbetchoevi depuis Grand Bassam. Sugoyou Kegewe. Non, comment peut-on, nous, avoir des bases en Europe? C'est les Européens qui nous ont colonisés. Donc les bases ne sont qu'un prolongement de cette colonisation. Comment tu expliquerais que le Togo, par exemple, aille mettre une base en Belgique? Pourquoi? Sur quel argument? Donc, les Européens nous ont colonisés. Ils ont vu que le monde change. Ils nous ont dit, bon, vous êtes indépendants. À un moment donné, moi, il me semble qu'il faudra changer ce concept colonisé parce que moi... Oui, mais malheureusement, on peut le changer dans le cas. Oui, on peut le changer dans le cas des Anglais qui ont décolonisé, qui sont partis, des Portugais, des Espagnols. Ils ont colonisé l'Afrique. Au moment voulu, ils sont partis. Maintenant, la France, au moment de... Personne ne m'a colonisé. Attends, au moment... Non, le pays a été colonisé. Ce ne sont pas les êtres, ce sont les pays. Nos pays ont été colonisés. La France, c'est au moment qu'elle dit qu'elle est partie, qu'elle s'est davantage incrustée. C'est ça la différence entre la France et les autres pays colonisateurs. Donc, qu'on le veuille ou non, on a été colonisé et les bases militaires aujourd'hui sont un prolongement de cette colonisation. Si la France veut vraiment nous donner l'indépendance, qu'elle ramasse ses militaires pour partir. Parce que la France, c'est immense. Hein. Ce n'est pas les 500 000 km² continentaux. La France, tu vas jusque dans le Pacifique, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, tu vas... Les Antilles, oui, la Guyane. Les Antilles, la Guyane. La France, c'est immense. Oui, elle peut toujours trouver de la place pour les 1500 ce qu'on appelle colonisation, si c'est l'influence d'un pays sur un autre. La France elle-même, on pourrait dire qu'elle est colonisée par les États-Unis. Oui, bien sûr. Non, c'est pas la même chose. Ce qu'il faut dire, et je voudrais d'abord remonter sur la question de la démocratie, parce que quand on parle de démocratie, on a l'impression que les Africains découvrent la démocratie avec la colonisation. Voilà. Les Africains ont pratiqué la démocratie avant la colonisation. Et les droits de l'homme aussi, avec la charte les droits du Mandé, voilà, au Mali. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà régler ce problème-là. La deuxième chose, c'est que quand nous parlons aujourd'hui de... j'ai oublié le fil de ce dont on parlait. Je suis intervenu sur tout le reste en amont et je ne me souviens plus de... Tu as dit que tu voulais éclaircir sur la démocratie. C'est-à-dire qu'on parlait de choses de la France est partie ou n'est pas partie, oui. Comment les Anglais sont partis, mais tu as dit que tu voulais rebondir sur la démocratie. Oui, sur la démocratie, parce que pendant de nombreuses années, les bases militaires françaises qui étaient en Afrique, elles ne servaient pas à défendre la démocratie et les droits de l'homme. Voilà. Elles étaient là la plupart du temps pour aider les présidents qui servaient la France à rester au pouvoir, y compris quand ils n'étaient pas populaires auprès de leurs opinions. Oui, mais pourquoi le rôle plus à stabiliser ces présidents? Je prends le cas du Niger, il y avait 1500 hommes là-bas sur place. Mais ils n'étaient pas là pour Bazoum. Hein. Oui, mais pourquoi n'ont-ils pas sauvé Bazoum? Parce que Macron, je l'ai entendu dire, le président français, mais que quand ils ont des amis au pouvoir, mais ils ont le devoir de les protéger. Mais ces amis ne sont pas toujours... Je veux dire, prenez l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest et prenez par exemple l'histoire de la Côte d'Ivoire avec la crise post-électorale qui a eu lieu entre 2010 et 2011. L'armée française intervient et c'est le pire schéma qui peut être. Parce que quand vous arriviez à l'aéroport d'Abidjan, ce sont les soldats français qui contrôlaient vos documents de voyage et qui vous permettaient d'entrer ou pas sur le territoire. Par moments, ils faisaient même la police dans certaines rues, à Abidjan et en Côte d'Ivoire de façon générale. Ça a été très mal perçu. Et je crois que les leçons de cette intervention ont été tirées et que la France comprend aujourd'hui que ce qu'elle appelle sentiment. Je reviens sur la question des émotions parce que si nous nous laissons enfermer dans l'idée que c'est un sentiment anti-français, tant pis pour nous. Ouais, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, non plus sentiment, voilà. C'est comme si nous n'étions pas capables de réfléchir. Non, c'est même pas ça. C'est que c'est pas. C'est pas de l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a une contestation aujourd'hui de ce qui était la suprématie de la France. Une contestation ne vient pas forcément de sentiment. Oui, ça peut être nous disons la même chose. Rationnelle. Oui, nous disons la même chose. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut entendre que
la période où la France était considérée comme une puissance crainte en Afrique et une puissance qui pouvait faire et défaire les régimes, cette période-là, elle est révolue. Et si elle est révolue, il faut en prendre acte. L'idée ici, c'est pas d'aller crier partout que les anciennes possessions nous ne sommes plus des possessions. Et à partir du moment où nous ne sommes plus des possessions, il faut parler d'État à État, d'égal à égal. Le Niger a décidé, c'est l'affaire des Nigériens. Les pays africains ont décidé, à l'Union africaine, de décider de savoir si on accepte cela ou pas. Mais rester dans cette dynamique qui est celle de prêter aux riches, de dire la France, vu qu'elle est l'ancienne puissance militaire, peut encore choisir, c'est une erreur que nous commettons. Parce que la France, aujourd'hui, non seulement elle n'a plus de politique en direction de l'Afrique, mais je crois qu'elle n'a plus les moyens de sa politique même sur le continent africain, y compris sur le plan militaire. Rappelez-vous que dans le G5 Sahel, ce G5 n'a pas pu exercer parce qu'il n'y avait pas les moyens de financer l'opération. Et ce G5 non plus n'a pas pu exercer parce que la France n'avait pas la capacité de se projeter aussi durablement sur le terrain africain sans que cela grève son budget. Et donc, pour nous qui considérons que la France reste au cœur du jeu, c'est notre fantasme peut-être qui fait que cette France reste encore aussi puissante et aussi importante dans la prise de décision des pays africains. Le 224 nous appelle, c'est la Guinée-Conakry, Lanciné Traoré. Bonjour Forum, chers invités, bonjour. La France voit déjà à l'horizon l'indépendance économique des pays ouest-africains colonisés et la fin du franc CFA. Donc, il faut passer par les moyens sadiques pour créer une insécurité notoire pour protéger leurs intérêts. C'est l'analyse de Lanciné Traoré qui nous a écrit de la Guinée-Conakry. Je prends maintenant Congo-Brazzaville. Vous êtes suivis de partout, en Afrique, en Europe, en Asie aussi. Oui, parfois de l'Australie, l'Océanie. Bonjour, c'est Adji à Pointe-Noire, juste pour dire que je suis en train de vous suivre depuis Congo-Brazza. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, lui, Magloire Kemayo, content de vous. Oui, content de votre point de vue et merci d'avance. Merci beaucoup pour votre message Adi de Pointe-Noire en République congolaise. Je prends qui maintenant? Est-ce qu'il nous a laissé de son nom? Que la France reconnaisse ou ne reconnaissent pas les autorités du Niger, on s'en fout. Les Nigériens sont les seuls à savoir, à avoir au pouvoir celui qu'ils veulent. Quand on est démocratiquement élu puis démocratiquement déchu, ça se passe de tout commentaire. La France doit apprendre à gagner son pain à la sueur de son front au lieu de toujours chercher à ravir à autrui sa propriété. Mais la France n'a jamais réussi à foutre la merde dans nos pays africains sans le soutien des Africains eux-mêmes. Donc le problème de l'Afrique, c'est encore l'Afrique. C'est Brice qui nous écrit du Bénin. Merci beaucoup, Brice. Je vais prendre maintenant le Burkina, parce que ça fait un moment. Oui, le Burkina, c'est qui? Bonjour Niwa TV, je salue le plateau depuis le Burkina Faso. J'ai vraiment une inquiétude sur la déclaration des militaires au pouvoir du Niger suite à ce qui se prépare actuellement contre le peuple nigérien, suite au déploiement des forces françaises en Côte d'Ivoire, Bénin et Sénégal. Je me demande où est passée la jeunesse africaine pour prendre ses responsabilités. Attaquer le Niger serait un vrai désastre pour les autres pays frontaliers du Niger, en l'occurrence mon pays, le Burkina Faso. Je suis vraiment inquiet. Signé Ahmed Kaboré, longue vie et force au plateau. Il parle d'un déploiement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Moi, je n'ai pas connaissance d'un tel déploiement. Eh bien, c'est les agitateurs guerriers qui disent tous les jours ils sont en train d'arriver, il y a les troupes ici, il y a les troupes là. Donc, personne n'en a la preuve. Oui, je n'ai pas connaissance, je n'ai pas cette information. On évite les spéculations. Tout à fait. Voilà. Le Niger maintenant, Niamey, c'est Nunkounon Didier qui nous écrit. Bonjour tout le monde sur le plateau. Je crois que c'est très grave. Regardez bien, celui qui te demande de mettre le feu à la maison vient chercher d'abord ses enfants. Vous les traitez, vous laissez vos enfants
Nous, on laisse tout à Dieu. Il est grand. Merci, Nunkuno Didier, qui nous a écrit de Niamey au Niger. Non, mais je voulais profiter de son intervention pour relever quelque chose. C'est que nous parlons beaucoup de la France, nous parlons beaucoup des pays qui veulent la guerre, mais nous oublions qu'il y a quand même entre les deux un peuple, le peuple nigérien, qui subit aujourd'hui des sanctions quasi inhumaines. Je ne crois pas que ce sont les militaires qui sont les premières victimes de ces sanctions. Et quoi qu'il arrive, pour moi, il est important que la CEDEAO soit la CEDEAO des peuples, qu'elle soit au plus près de leurs préoccupations. Vous souhaitez que la CEDEAO lève ces sanctions? Je souhaite qu'on en arrive à une situation qui fera que le peuple ne paye pas le prix fort d'une manipulation dont elle n'est pas l'auteur, dont elle est la victime principale et dont elle est la seule victime en réalité. Souhaiter qu'on lève les sanctions, non. Les sanctions ne devaient même pas être. Parce que les sanctions ont été prises instinctivement. Dans tous les pays du monde, quand il y a sanctions, on va graduellement. Je vous ai dit de regarder ce qui s'est passé entre l'OTAN et les Russes sur l'affaire de l'Ukraine. L'OTAN ne s'est pas réuni en un jour pour balancer toutes les sanctions. C'est graduellement. Mais nous, ici, les gens de la CEDEAO, on dirait qu'il y a des pays de la CEDEAO qui étaient déjà jaloux des Nigériens, qui avaient déjà une dent contre les Nigériens. L'occasion est arrivée, alléluia, on leur coupe la gorge à tous, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais qui punit se punit, parce que ces sanctions ont des répercussions aussi dans les pays. Oui, parce que on est quand même parfois celui qui les a missionnés, il est dédommagé financièrement, donc eux ils ne souffrent non, j'en suis pas certain, parce que là aussi les peuples vont. Oui. Du nord du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Oui. Non, quand tu es élu démocratiquement en Afrique, pas la Côte d'Ivoire, quand même. Quand tu es élu démocratiquement en Afrique selon les normes françaises, on s'en fout du petit peuple, on s'en fout du petit vendeur. Non, c'est là où je suis d'accord avec Gilles quand il dit que ceux qui sanctionnent sont également sanctionnés parce que les économies de ces pays-là en souffrent également. Je pense que le Togo, qui est également un point d'approvisionnement de ces pays-là, en souffre aussi d'une certaine manière. On a vu la crise du Covid passer, on a vu les autres crises. Non, le Togo, mais il y a des produits qui passent aussi par je suis le... d'accord que nous en souffrons. Oui. Mais que ne méritent pas les fesses et les yeux de Macron? C'est Macron qui demande. C'est-à-dire pour ses beaux yeux. Non, ce que je veux dire, c'est que... On est en train de crucifier les Nigériens. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que les gens s'occupent de ce que les Togolais, les Béninois, les Nigériens... C'est à ça que j'invite, parce que nos économies ont beaucoup souffert en période de Covid. Est-ce que vous avez à payer l'oignon plus cher parce qu'un Tiani est au pouvoir au Niger? Est-ce que c'est pas dingue cette affaire? Non, mais c'est ça, parce que je crois que les militaires ont leur circuit parallèle d'approvisionnement qui font qu'ils ne sont pas véritablement atteints par les sanctions. Certains d'entre eux n'ont peut-être pas de biens à l'extérieur ou ont suffisamment d'argent planqués dans leur maison, ce qui fait qu'ils ne sont pas directement victimes de toute cette batterie de sanctions qui ont été décidées. Mais à côté de ça, vous avez un peuple qui vit au jour le jour, qui a survécu à la Covid, qui a survécu à la guerre en Ukraine et qui aujourd'hui est obligé d'essayer de survivre également par rapport aux sanctions de la CEDEAO. Au nom de quoi la CEDEAO doit être aujourd'hui en train d'étrangler les populations de son espace. Parce qu'elle a reçu l'ordre de Macron. Non, je veux dire... Ils ont reçu l'ordre. Peu importe d'où les ordres sont venus, pour moi aujourd'hui, il est question que les pays africains s'intéressent à la situation de leur peuple et qu'ils règlent la misère des peuples. On ne peut pas entretenir cette misère en étant indifférent. Les gens qui ont pris les sanctions s'en foutent de la misère des peuples. La seule chose, c'est de faire plaisir à Macron. C'est tout. Mais c'est pas que Macron. C'est pas que Macron. Encore une fois, pour moi, c'est Macron. Parce que dans le cas du Ghana, Macron a dit clairement qu'il va appeler, donner l'ordre qu'on sanctionne le Mali. Mais c'est le même schéma. Alors, dès que Macron donne les ordres, les gens sont le doigt sur la couture. Ben, est-ce qu'il faut tuer les Nigériens 26 millions? Tuez-les tous. C'est Macron qui a dit, on va aller les tuer tous. C'est ce qui est en train de se passer devant nous. Donc, ces gens qui ont pris cette décision, mais si c'est des gens élus démocratiquement... Mais officiellement, la CEDEAO a démenti ses positions. Attends, si c'est des gens élus démocratiquement... Elle dit avoir pris ses décisions sans pression. Oui, mais attends. Je rappelle juste la position officielle de la CEDEAO. Bonjour New Forum, merci pour votre messe. Quelle est la différence entre un bon coup d'État et un mauvais coup d'État? Pour l'Ukraine, c'est la révolution du Maïdan. Pour l'Égypte, c'est le printemps arabe. Pour le Tchad, c'est la transition.
pour la Guinée, le Burkina, le Mali, le Niger, ce sont les poutistes, et pour le Gabon, c'est l'homme fort. C'est sur quelle base juridique un bandit qui vient chez vous refuse de quitter votre pays? La CEDEAO a créé sa force d'attente, mais elle attend quoi? Merci, c'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. J'enchaîne avec un autre message de la Côte d'Ivoire. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Pour cette sanction, c'est discriminatoire du fait qu'on privilégie un pays au détriment d'un autre, que l'Union africaine et la CEDEAO soient cohérentes et qu'elles défendent l'intérêt des Africains et que et non l'intérêt de leur maître depuis la Côte d'Ivoire. C'est Béni qui nous a écrit. Merci beaucoup pour votre message. On va recevoir maintenant la France. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bonjour Niwad, bonjour tonton Sogoyou depuis la France. Il y a des preuves que Bazoum n'a pas été élu par les Nigériens. Sur les médias français, on a dit que Bazoum a été élu par les Nigériens de l'intérieur du pays et non ceux de la capitale. Macron dit qu'il est issu d'une minorité du peuple nigérien. Bazoum lui-même dit que le Niger se limite à la capitale et que les Nigériens de l'intérieur sont des broussards. Des naïfs, des incultes. Ceci dit, êtes-vous d'accord qu'il est difficile de se faire élire président en Afrique dans ce contexte, sans oublier que Bazoum a eu une tentative de coup d'État à la veille de son élection, ce qui prouve de son investiture, oui, ce qui prouve qu'il peut donc s'interroger sur la crédibilité de son élection. C'est un point de vue qui nous vient de la France. Je voudrais prendre Yao de Minnesota maintenant aux États-Unis. Quelles sont au juste les revendications de ces terroristes, se demande Yao, les terroristes. Bonjour messieurs. Macron même s'est prononcé sur le 3e mandat en disant que c'est une funeste idée de ne pouvoir pas se représenter. Emmanuel Macron. Enfin, personnellement, je voudrais pas personnaliser le débat. Pour une raison simple, c'est que nous essayons ici... Ce n'est pas une question de personnalisation, c'est une déclaration de Macron. Oui, c'est une déclaration de Macron, mais s'il le dit, c'est qu'il faudrait peut-être faire une révision de la Constitution. Si le peuple le demande, pourquoi pas? Mais pour le moment, c'est pas la règle. Jusqu'à l'élection de Nicolas Sarkozy, les présidents français pouvaient se présenter autant de fois qu'ils le souhaitaient. Il n'y avait pas de limitation de mandat en France. Alors qu'en Afrique, la plupart des pays francophones avaient déjà limité les mandats. C'est depuis Nicolas Sarkozy qui a cette limitation à 2 mandats. Et si les Français décident de faire sauter le verrou, ils le feront. Mais pour moi, c'est un non-événement parce que c'est pas ça, de mon point de vue, qui va déterminer l'évolution de la situation au Niger ou dans les pays dits francophones d'Afrique. Bonjour Gilles, bonjour le plateau, monsieur Sogoyou et Magloire. Une question, serions-nous dans la même situation qu'aujourd'hui au Niger si Bazoum était assassiné le 26 juillet, jour du coup d'État? N'est-il pas plus dangereux pour les autorités nigériennes de le maintenir non. Tchalim depuis Paris? Attendez, c'est extrêmement grave si on tue un chef de l'État. C'est extrêmement grave. Donc, mais qu'est-ce qui est arrivé au Rwanda? C'est parce qu'on a tué Habyarimana. Si Habyarimana et son homologue burundais. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas penser à ça, tuer un chef d'État. Parce que, c'est-à-dire que Bazoum est vivant, mais il ne pourra rien. Comme l'a dit l'autre, vous n'êtes pas content, mais vous ne pouvez rien. Mais les gens ne sont pas contents, mais ils ne pourront rien. Ils ne ramèneront pas Bazoum au pouvoir. Ils ne sont pas contents, mais ils ne pourront rien. C'est une formule consacrée. Tu n'es pas content, mais tu ne pourras rien. Je suis là. Donc, il faut enlever ça des idées. Il ne faut même pas mettre ça dans un débat. L'éventualité, on aurait mieux fait de tuer le président. Vraiment là, out. Ce qui dérange la France, c'est la souveraineté totale de ses anciennes colonies. Pardon. Et ce qui prouve que la France n'a jamais nos pays comme étant des partenaires, mais plutôt des colonies où elle peut décider de tout. Merci pour le thème de ce jour. Mes salutations à son Excellence l'ambassadeur, ainsi qu'à lui Magloire. Sans oublier vous, Gilles, vous faites la fierté de l'Afrique en matière de traitement de l'information. À la oui, je parle un peu. Quoi? C'est du Mali, ça. C'est malinqué?
Je sais pas. Je vous sais polyglotte, mais je pensais pas que vous parlez les langues du Mali. Job Sanou depuis Bamako au Mali. Merci, ils sont encore très nombreux. Est-ce que je peux prendre encore quelques messages? Le 237 du Cameroun. On doit conclure. Toutes mes salutations à l'ambassadeur, M. Kegewe, et au plateau de New World. J'ai confiance à toutes les analyses de M. Kegewe, qui est mon meilleur ambassadeur, Thomas Thompson Moula, depuis Yaoundé au Cameroun. La Côte d'Ivoire aussi. Le message, il est long, très très long. Est-ce que je peux prendre maintenant la France? Bonjour. Bonjour, très appuyé à mon frère, l'ambassadeur Sogoyou Kegewe. Lui, sur New World TV, et le président Mbanda Kani sur Afrique Média font la fierté de l'Afrique. On va conclure cette émission. Louis Marois. Tu m'as privé de l'occasion de parler du mandat illimité de Macron. Peut-être. J'allais dire que si Macron veut exercer des mandats illimités, pour peu que le peuple français le veuille, il est jeune. Macron peut être encore président dans 30, dans 40 ans. Mais seulement, il faut que la France cesse de mettre sa bouche quand il s'agit des autres pays. En Afrique, on n'avait pas de limitation de mandat. Ils ont exigé des limitations de mandat. Et la preuve que leur exigence n'est pas conforme, c'est que les gens tripatouillent les constitutions pour prolonger. Lui aussi, il veut apprendre à tripatouiller. Ses amis en Afrique, ils ont tous fait ça. Il n'a qu'à les appeler. Ils sont 2 ou 3. Ils vont lui apprendre comment on tripatouille une constitution pour faire 5e, 10e, 20e mandat. Bonjour. On n'a qu'à laisser les peuples élire leurs dirigeants comme ils veulent, autant de fois qu'ils veulent. Un point, un tiret. Bonjour, chers journalistes. Rien ne dérange la France au Niger. Je suis actuellement avec certains Français. Ici, c'est le président, je ne vais pas lire l'adjectif, qui est agité pour rien. Un message qui vient de France. Lui, 30 secondes. Oui, je crois que dans les discussions sur l'évolution politique, économique et de façon plus générale sur la courbe de croissance et de développement du continent africain, il faudrait que nous apprenions à être endogènes, à faire de l'endogène. C'est quand nous serons capables de le faire que nous sortirons finalement de ce vocabulaire qui ne vous plaît pas, Gilles, de rappeler à chaque fois que nous avons été colonisés. Mais si nous le faisons tout le temps en considérant que ce sont les anciennes puissances coloniales qui sont au centre du jeu, c'est nous qui les replaçons au centre du jeu. Nous avons aujourd'hui des compatriotes qui ont la nationalité française. Certains sont même plus panafricanistes que ceux qui sont sur le continent. Mais cela ne devrait pas empêcher aujourd'hui que toutes les bonnes énergies qui doivent servir le développement du continent africain soient mises à contribution, qu'elles viennent de France, qu'elles viennent de Chine ou de Russie. Ce que j'espère, c'est que l'on arrivera à faire en sorte que l'Afrique se prenne en charge par elle-même et qu'elle ne dépende plus de l'aide pour son développement. Merci. Le seul projet de la CEDEAO est arrivé à mettre en place, ce sont les sanctions sur les pauvres peuples. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre forum déjà. Non, je disais qu'entre Haïti et Qatar demain, qu'on laisse les Nigériens choisir. Merci. Voilà. Cléso Pignan a assuré la réalisation de cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs. À très bientôt pour une autre émission.